Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. J'avais promis une petite vidéo question-réponse. Alors j'espère que je vais être stable parce que je tiens la caméra au bout de ma perche. Donc désolé d'avoir la peau qui brille, là je viens de mettre ma tête sous l'eau. Il fait une chaleur torride ici. Dehors il doit faire plus de 35, donc j'ai préféré faire la vidéo dans ma chambre, on va dire, qui est située au nord. Donc sur les questions que j'ai eues aujourd'hui, donc vous aurez la réponse ce soir, vous voyez c'est rapide. Une question sur mon ressenti pour la fin du monde. En fin de compte, je ne parle pas de la fin du monde, abbé l'impertinent. Je dis simplement que je ressens qu'il va y avoir un changement, c'est la fin d'un monde. Et je sens dans chaque personne que je vois comme ça, quoi. Je sens une espèce de... pas de lassitude, mais d'être au bout du chemin. Je pense que les gens, c'est en gros comme si les gens avaient tout essayé pour aller mieux et ils voient que ça n'a pas marché. Ça me fait penser à toute proportion gardée, et je ne souhaite pas du tout, celui qui s'appelait Smith, Bernard Smith, je crois, Human Bomb, qui était un chef d'entreprise, qui avait fait tout ce que l'État lui avait dit, hein. Il avait fait ses études, il était marié, il avait des enfants. Il avait fait créer son entreprise, et puis tout d'un coup, avec toutes les charges sociales qu'il y a en France, il n'a pas pu continuer. Donc, voilà, donc il a été dans une école à Neuilly. On pense qu'il n'avait pas vraiment des bombes sur lui, parce que c'était pas trop son milieu, c'était pas le type à avoir des bombes. Mais bon, voilà, Sarkozy l'a fait descendre avant qu'il puisse parler. Tout ce qu'il demandait, c'était une caméra, tout ce qu'il demandait, c'était une télévision, pour dire ce qu'il avait à dire, en disant, on vous propose certainement, enfin en disant certainement, hein, c'est moi qui fait mon film, on va dire, hein. J'extrapole, hein. Je pense qu'il avait à dire, voilà, j'ai fait ce que vous m'avez dit, j'ai été éduqué de la manière que vous m'aviez éduqué, que l'État m'a éduqué, puis en fin de compte ça ne marche pas. Ça ne marche pas, tous les entrepreneurs partent à l'étranger parce qu'ils ont moins de charges sociales. Voilà, et moi j'ai essayé, je me suis arrêté le salaire. J'ai payé mes ouvriers pendant un certain temps, mais ça ne marche plus. Donc j'ai envie de parler, et comme on refuse de me parler, donc je me suis transformé en bombe humaine. Voilà, il savait qu'il allait il savait certainement, encore une fois, je ne connais pas ce monsieur, mais j'ai étudié un petit peu son cas à l'époque. Je pense qu'il savait très bien qu'il allait au casse-pipe, qu'il allait risquer sa vie, un petit peu comme ces Japonais, ces paysans japonais, qui lorsqu'ils voulaient se plaindre de leur seigneur ou de leur chef de village, par exemple, aller en délégation voir le daimyo, en sachant très bien qu'ils allaient porter leur, comment on appelle ça, leur plainte, si vous voulez, hein. J'ai toujours pas guéri de mon coup de froid à Moscou. Voilà. Ils vont porter leur plainte en sachant qu'ils vont être exécutés juste après. Donc c'était des volontaires qui disent, voilà, vous avez le droit de... comment on peut dire, la société japonaise était faite que vous pouvez porter une plainte, mais vous savez que vous allez être décapité après. Voilà, c'est comme ça, on n'y peut rien. Voilà. Donc je pense que Bernard Smith avait à peu près le même principe. Il voulait porter... atteindre à la société, il voulait expliquer que ça ne marche pas, mais qu'il allait prendre une balle de toute façon. Voilà, entraîner des gens au GIGN juste pour tirer une balle à 2 mètres, 22 longs rifles, on peut désarmer quelqu'un voilà, quand on est habitué à tirer comme ça. Enfin bref. Laurent McFly, Pascal, votre ressenti sur le systéma et le jeune, avec tous mes remerciements. Donc, pour moi, c'est deux choses, hein. Donc, vous avez le systéma. Pour moi, le systéma, c'est un petit peu comme le sambo, comme je l'ai déjà dit, hein. Le sambo et le vrai judo, hors compétition, vraiment dans l'esprit du fondateur. Je pense que le systéma est plus près du vrai Aikido, avec un ressenti interne du Tai Chi Chuan. Là, donc, il est bien précisé dans une interview de Mikhail Ryabko que Ueshiba a été fait prisonnier par les Russes, donc il est resté quelques temps avec l'armée russe. Il pense qu'il a été influencé par l'Église orthodoxe, qu'il a vu certainement les gens faire du combat, voilà. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Alors mon ressenti sur le systéma, c'est extraordinaire. C'est
tout simplement extraordinaire. On ne vous demande pas de vous renforcer, de taper sur les murs, de gueuler comme des putois, de faire des katas, de vouloir paraître fort. On vous demande simplement de vous effacer, d'effacer votre ego et de rentrer un petit peu dans la tête de l'autre, dans le corps de l'autre, pour arriver à le libérer de ses tensions. Un petit peu comme disait Ueshiba sur le livre que j'avais adoré d'un de ses élèves dans les années 80, 86, 90, vers là. Il y a un magnifique livre fait sur Ueshiba qui s'appelait Aikido. Peut-être que le nom va me revenir. Je n'ai pas du tout préparé, hein, excusez-moi. Et voilà, il disait, Sao Tomé, je crois que c'est le livre de Sao Tomé, où Ueshiba disait si on vous attaque, c'est de votre faute. Si la personne vous blesse, c'est de votre faute. Si vous tuez la personne, c'est de votre faute. Tout ça, c'est pour votre karma, quoi, en fin de compte. Et il disait qu'il fallait respecter l'adversaire et essayer de casser en lui un petit peu son agressivité, c'est de le redresser un petit peu comme un ostéopathe énergéticien. C'est ce que j'ai ressenti dans le systéma à Moscou. Voilà, avec tous les instructeurs. Hein. Je leur disais qu'ils sont un petit peu comme des archanges, hein, c'est-à-dire qu'ils arrivent à dompter ou à tuer la bête qui est en nous, et cette bête, c'est notre peur que l'on a, qui crée nos tensions, qui crée notre agressivité, qui crée notre violence. Donc les arts martiaux, sports de combat qui disent être des arts martiaux, surtout les sports de combat qui disent être des arts martiaux, en faisant des katas, en hurlant et en donnant des coups un petit peu dans les salles de sport, et qui disent aux gens qu'il faut taper comme des malades sur les makiwara, etc. Ben non, on ne cherche pas à devenir plus fort pour taper sur les autres, on se sert à utiliser la force de l'autre, comme en judo ou en aikido, pour briser la volonté de nuire de l'adversaire, et non pas de briser l'adversaire. On tape pas, on cogne pas sur le bonhomme. Pas bon, jeu de main, jeu de vilain, je l'ai déjà dit. Hein, les vilains, c'était les palefreniers qui se battaient à coups de poing, alors que les nobles, eux, avaient des épées pour faire des duels, pendant que les compagnons se tapaient à coups de bâton. Voilà. Donc on respecte la personne qui vous saute dessus, et voilà, en bon chrétien, bah, on va essayer de comprendre la personne. Vous avez une demi-seconde pour le redresser, pour enlever le démon intérieur, hein, donc vous êtes des archanges, et vous tuez la bête qui est dans l'adversaire, mais pas l'adversaire. Voilà ma vision du système. Les plus anciens donneront leur avis, hein, je ne suis qu'un débutant, donc si je me trompe, merci de rectifier. Ensuite, la gâchesse, comment se préparer une compétition, que manger avant. Alors une compétition de quoi, que manger avant, rien. Ou alors 4-5 heures avant, si vous voulez. Une compétition de quoi? On ne se prépare pas pour un marathon comme on se prépare pour une compétition de crossfit ou de gymnastique, etc. Donc ta question, moi en tant que préparateur physique, évaluateur, je ne peux pas répondre. Comment se préparer une compétition? Ben, en s'entraînant avec un calendrier. Comme je l'ai déjà dit, votre calendrier, vous savez que votre compétition est le 15 juin, ben, un an avant, ou 6 mois avant, ou 9 mois avant, vous vous préparez avec des exercices comme ça, un compte à rebours. Voilà. Ça se fait, ce sont des préparateurs physiques qui font ça. Mais si je ne connais pas la compétition que tu veux faire, la gars, je ne peux pas te le conseiller, hein, puis il faudrait t'évaluer. Yunanke, un prochain Secret des Ninjas, volume 2. J'avais commencé à aller dans ce sens, et puis en fin de compte, je me dis, pourquoi pas, mais voilà, il faut que je cherche le thème. Voilà, ce sera encore différent. Un petit peu plus profond, si vous préférez. Yannick François-Olivier Humblé, comment faire taire le mental? Ah, il y en a des questions. Hein. Comment faire taire le mental, être plus proche de ses sensations physiques? Ben, la méditation, le ritsuzen, le tai chi. Et pendant l'imitation, trop de pensées parasites d'émotions négatives et d'étranges sensations physiques qui ressortent. Bah oui, ça veut dire que tu es vivant. Donc si tu as mal, c'est que tu es vivant. Si tu penses, c'est que tu es vivant. Voilà, donc laisse passer. Laisse passer. On ne repousse pas les pensées. On ne cherche pas à les contrôler. On ne cherche pas à les attirer. On ne cherche pas à les repousser. Voilà, c'est ça Zazen. C'est un petit peu comme si je tournais dans un seau un mélange de terre et d'eau. Ça c'est nous. Hein. Hop, je bloque le bâton. Et le bâton il observe l'eau et la boue qui passe. Hein. Au départ c'est de la boue, hein. C'est un mélange d'eau et de terre. Et puis si on ne bouge pas, si on ne fait rien, si on arrête de tourner,
Si on arrête de mettre des pensées, de lire des livres, voilà, on reste là, on ne bouge pas, on ne cherche pas à avoir des mots pour éteindre les mots. Hein. Les mots, c'est des bûches qu'on jette dans le feu pour éteindre le feu. Donc si on veut être en paix, voilà, on reste droit. Et puis on laisse écouler la terre, il ne reste plus que l'eau. Bah, c'est un petit peu le but. Je vais finir par avoir des crampes. Alors, autre question. Toujours de Yannick François Olivier Humblé. Quel rôle peut avoir la pratique des massages pour se libérer de ses tensions physiques et améliorer sa pratique? Le massage russe, hein, je ne connais pas forcément le reste. Les shiatsu, quoi dessous, c'est intéressant aussi. Voilà, bien sûr, bien sûr. Par exemple, pour améliorer sa vitesse, il faut partir d'une grande décontraction à une grande contraction. Si vous êtes tendu, donc mon biceps et mon triceps sont tendus, si je vous donnais un coup de poing, il faut que je passe d'abord par une, comment on peut dire, par une phase où je vais décontracter mon biceps, pardon, pour relancer mon triceps. Si je suis vraiment décontracté et que je veux frapper, bam bam, voilà, ça se passe direct. J'ai pas besoin de contracter puisque de toute façon, tout mon corps est décontracté. C'est comme si on part d'une page blanche pour faire une peinture, hein, une toile blanche. S'il y a déjà quelque chose, il faut d'abord nettoyer ce qu'il y a sur la toile et après on met ce qu'on veut. On fait son tableau. Comment s'exercer au sakites quand on ne se sent pas véritablement en danger? Je l'ai expliqué dans mon livre. Comment s'exercer au sakites? Il ne faut pas s'exercer au sakites. C'est aberrant. C'est comme s'exercer, je sais pas, à esquiver les balles ou je sais pas. Le sakites, c'est simplement la sensation, développer son instinct intuition. On l'a en prenant une alimentation saine, végétarienne et en méditant. C'est ce que j'ai bien expliqué ça dans mon livre, ce que disent tous les maîtres de Zen, de Qigong, etc. Comment s'exercer? Qu'est-ce qui marche et peut être utile dans les exercices de Qigong? Qu'est-ce qui marche et peut être utile dans les exercices de Qigong? Bah tout. Hein. Je ne suis pas spécialiste du Qigong, mais je pense que le Qigong, ça sert à plein de choses. Comment développer son sens de la connexion? Ben voilà, Zazen, Systema, qu'est-ce que je peux dire? Pour moi, le systéma, c'est la pratique de la connexion. Hein. Tu viens dans nos stages, tu vas dans les bois, on est en groupe, on ne mange pas, voilà, on est dans la connexion. Connexion totale, à 3 niveaux. Hein. Connexion, nous à travers nous, hein, on est connecté à nous-mêmes, on est connecté aux autres, et on est connecté à l'univers, au bois, à la nature, à tout ce que tu veux. Appelle-le comme tu veux. Quelles sont les méthodes pour gagner en masse et en force musculaire? Alors là, moi, je vais te dire un truc. Ça va peut-être choquer. C'est comme quand les gens me disent quelle arme il faut avoir si on nous attaque et tout. Bah, tu laisses la personne rentrer et puis tu es un bon ninja, tu lui piques son arme. Tu utilises son arme contre l'adversaire. Je développerai ça plus tard. Voilà, donc c'est comme dans le vrai judo ou le vrai aikido. Si le vrai aikido, la personne vous attaque, vous le désarmez, vous prenez son arme. Le vrai judo, eh ben, vous utilisez la force de l'adversaire, comme dans la vraie lutte. Et c'est ce que dit Hatsumi Sensei. Je n'ai enseigné que la connexion, la patience et le mutodori, c'est-à-dire comment désarmer quelqu'un, comment se défendre contre quelqu'un d'armé. Donc c'est pas la peine d'être fort, d'être massif, puisqu'on se sert du poids et de la force de celui qui vous attaque. Plus vous êtes fort, plus la personne en face, si elle sait faire, elle va vous bouffer, quoi. Laurent Minaudier, Aikido, sport de combat ou martial? Boken, Jo, etc. Oh, il y a plusieurs Aikido. Hein, moi, je prends toujours le principe de l'Aikido d'Iwama. Hein. Voilà, donc il y avait l'Aikido à Iwama, il y avait l'Aikido Shinjuku. Je pense que le vrai Aikido est celui qui était à Iwama, pas celui qui était dans le quartier du business, quoi. On appelle ça le quartier des putes à Tokyo, là. Non, c'est un art martial. C'est un art martial dans le sens où on apprend à désarmer la personne. Pour moi, l'art martial, c'est l'art de protéger les autres. Voilà, de désarmer les autres. Désarmer ceux qui vous attaquent et vous protéger votre famille. Takamatsu disait bien que l'art martial sert à se protéger soi-même, à protéger sa famille, les autres, et à protéger son empereur, son pays. Si vous faites que pour vous-même, ben vous montez sur le ring, vous tapez sur un gars. C'est très bien, je respecte. Mais l'art martial, c'est protéger les autres. Le militaire est celui qui protège.
Bou, c'est celui qui, on va dire, qui arrête la menace. Le militaire, son métier, c'est de protéger la nation, c'est pas de se protéger. Alors faire de la boxe, voilà. Voilà, les légionnaires, ils font de la boxe, le Mossad, il fait du Krav Maga, et puis, alors l'armée brésilienne, elle fait de la capoeira. Vous voyez, non, faut arrêter. Non, ils apprennent à défendre leur pays, ils apprennent à défendre leur ville, à défendre leur caserne, leur groupe. C'est pas chacun qui va de son côté et qui joue les Rambo. Ils y vont en groupe. Hein, c'est des binômes, c'est des trinômes, c'est des compagnies, c'est des groupes d'intervention. C'est un stick, c'est pas un bonhomme qui joue les Rambo. Vous regardez trop le cinéma, les gars. Système art récent. Certaines techniques sont très proches d'anciennes techniques de combat, mixtes ou pas, boxe, lutte, etc. Donc, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de lutte ou de boxe ou quoi que ce soit dans le système A. Si c'est ça ta question. Est-ce que c'est un art récent? Le nom est récent, hein, le nom a à peu près moins d'une vingtaine d'années, hein, je dirais une quinzaine d'années, où Ryabko Mikhail Ryabko et Vladimir Vassiliev s'interrogeaient comment on va appeler la technique, comment on va appeler ce système. Et puis Mikhail Ryabko a dit bah, on va l'appeler système. Voilà, c'est le système. Un système A, ça veut dire le système. Système de la famille Ryabko, voilà, il a hérité de ça. Alors est-ce que c'est un mélange de plusieurs techniques? J'ai pas du tout ressenti ça. Ceux qui croient ça, ils vont pas assez en profondeur. Allez à Moscou, vous allez voir que c'est pas un mélange. Si vous êtes très bon en boxe, très bon en lutte, très bon en judo, très bon en aikido, en kickboxing, en muay thai, tout ce que tu veux, vous allez là-bas et vous verrez que ça sert à rien. C'est ce que j'ai dit à Ryabko, ça sert à rien. D'être super fort en judo, aikido, karaté, boxe thaï, taekwondo, machin truc. Vous allez là-bas, vous faites laminer par des instructeurs qui n'ont aucun grade, qui arrivent les mains dans les poches en t-shirt et qui vous foutent par terre, toujours en gardant les mains dans les poches, en regardant en l'air. Parce que c'est pas vous qui veulent chercher à combattre, c'est votre agressivité. Ils ne cherchent pas à se protéger eux-mêmes, ils cherchent à vous aider à vous décontracter, à vous guérir. Allez voir. Jérémy Létard, devrions-nous nous éloigner des grandes villes pour survivre d'une guerre civile? Alors, la guerre civile, sans médias, ça va être très dur. Imaginez déjà en 1940, il y a des gens qui étaient au fin fond des campagnes, y compris en Normandie, d'après les témoignages, ils ont vu un Allemand une fois et les 3-4 Américains, quoi, parce qu'un parachutiste est tombé dans leur ferme. Ils ont entendu des coups de canon, ils ont vu quelques avions. Les types, ils sont pas venus chez eux pour les tuer, les violer et tout ça. Je veux dire, on peut pas envahir, je veux dire, Daesh peut pas envahir l'Espagne, la France, la Russie, l'Angleterre, voilà, et tout, quoi. Je veux dire, comment c'est possible? Ils sont pas 6 milliards. Voilà, nous, on est 60 millions ou 70 millions. En Espagne, je sais pas combien ils sont. Comment ils peuvent faire? Non, ils vont faire peur, on va nous le faire croire, mais ils vont faire peur, oui, ils vont faire peur avec les... avec les médias. Est-ce qu'il faut s'éloigner des grandes villes? Non, il faut s'éloigner de sa télé, il faut s'éloigner des journaux, voilà, pour survivre d'une guerre civile. Laurent Minaudier, toujours, faut-il acheter un âne? Pourquoi pas, si tu aimes les animaux. Hein. Si tu es à la campagne, vaut mieux. Si en HLM, ça va faire du bruit. Et Greg Vandamme me dit, où est Charlie? Voilà une question. Voilà une question. Où est Charlie, quoi? Charlie, généralement, il est au plus profond de nous. C'est la personne qu'il faut qu'on retrouve. Et s'il y a une personne qu'il faut retrouver, c'est nous-mêmes. Voilà. Donc, connectez-vous d'abord à vous-même. Hein. Ensuite, vous pourrez vous connecter aux autres, hein, à l'environnement, parce qu'on ne peut pas passer sa vie en autiste devant son téléphone portable en marchant dans la rue. Hein. Peut-être qu'il y a des gens autour qui peuvent être intéressants à rencontrer. De toute façon, vous les rencontrez, que vous le vouliez ou non, ils sont là. Que vous les ignorez peut-être, voilà, c'est comme si vous ignorez la main que vous avez mis sur la gazinière, même si vous l'ignorez, ça vous brûle. Donc même si, que vous le vouliez ou non, vous êtes dans un supermarché avec votre téléphone, ben, vous avez 1000 personnes, 2000 personnes qui vous croisent, qui vous donnent votre énergie, qui vous envoient des messages, des signes, qui peut-être
des gens très intéressants qui pourraient vous apporter beaucoup, et vous êtes là, ah, est-ce que Kevin, il t'a mis la langue Non, faut arrêter, quoi. Vous êtes au milieu d'un truc extraordinaire. Je regardais l'autre jour, quand j'ai fait visiter l'amphithéâtre qu'on appelle les arènes à Saintes, au professeur Ikeda, Hiroshi Ikeda, je lui fais passer par des toutes petites rues que très peu de gens connaissent, en tout cas que les touristes ne connaissent pas. Puis on arrivait sur une allée un petit peu plus centrale, et là il y avait une fille, des touristes, alors je ne sais pas de quelle nationalité, hein, il y avait des touristes, et il y avait la fille derrière, là en short, sa cellulite, là, avec son petit téléphone, qui était complètement dans les vapes pendant que les parents étaient devant, quoi. C'est-à-dire qu'à droite, j'avais envie de dire, toi, à droite c'est un site qui a 2000 ans, là tu as un figuier, là tu as un rosier, là tu as des baies sauvages, là tu as des orties, là à côté tu as, une église qui date de 1500 ans. Que dire? Que dire? Elle est là. C'est bien de visiter les sites touristiques avec son petit téléphone. Là, voilà, pareil au resto, hein, pareil au resto, y compris dans les gens de mon âge, hein, 60 ans, 50 ans, 40 ans, les types, le couple même, hein, avec leur téléphone portable, en train de s'envoyer des messages, ils n'ont rien à se dire. Ils n'ont rien à se dire, c'est malheureux quand même. On va au resto pour être ensemble et on continue à jouer avec le téléphone portable. Pourquoi pas? Je sais pas, c'est une drogue. Hein. Il y en a qui fumaient à l'époque où on avait le droit de fumer. Entre chaque plat, les gens ils allumaient leur clope. Et puis tous ensemble, hein, parce qu'on ne veut pas être tout seul dans la détresse. Hein. Le bateau coule, l'orchestre joue et nous on danse. Voilà. Alors, un petit peu perdu quand même. L'espèce de... Ils avaient des yeux de chien en chaleur là, qui avaient vu une chienne passer, quoi, en gros. C'était vraiment... Prenez la clope, là, comme ça, tous ensemble, et l'air un petit peu perdu. C'est du genre, je prends, je culpabilise, mais comme les copains y prennent en même temps, ouf, c'est bien. Et puis c'est légal d'enfumer les gens qui sont à côté, qui viennent pour manger. Voilà, donc que dire de plus? Voilà pour les questions, hein. Donc vous voyez, j'ai essayé de faire le plus rapide. Bon, la lumière n'est pas terrible, mais bon, c'est la pièce la plus fraîche. Donc voilà, peut-être me repasser la tête sous l'eau, me décontracter, ça fait une tête de fou avec ces lunettes. Voilà, c'est pareil, c'est les plus légères, hein. Je ne supporte pas les lunettes quand il fait trop chaud. Et j'espère bien, avec les cures de myrtille à répétition, que j'arriverai à me passer de ces lunettes. Voilà, donc merci à tous. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je ne suis pas un sage, hein, mais si je peux vous donner quelques petites clés. J'aime bien observer, j'aime bien méditer, j'aime bien comparer avec ce que j'ai vécu. Alors les gens nous disent, certains nous disent, oui, c'était pas mieux avant. Parce qu'avant, les jeunes filles, elles avortaient dans les chiottes ou elles accouchaient dans les chiottes parce qu'elles n'avaient pas droit à l'avortement, ou elles allaient se faire avorter en Belgique ou en Angleterre par des faiseuses d'anges ou avec des écuyers à tricoter, etc. etc. Bah, si vous croyez que ça n'existe plus et si vous croyez que c'est mieux avant, je ne pense pas qu'avant il y avait autant de saloperies dans les airs, dans les eaux, dans les médias. Et on nous polluait d'une autre façon. Alors oui, les filles ont le droit à l'avortement, ok. Mais bon, il y a d'autres saloperies bien pires que ça, qui nous pendent au nez. Voilà. Et puis il y a toujours des gens... enfin, bah, bref. Ok, allez, je vous dis à bientôt. Je vais essayer de mettre cette vidéo en ligne. Et puis n'hésitez pas à me reposer des questions. Et je vous ferai une petite vidéo express. Là, comme ça, là, demain, je vais commencer à faire les prospectus pour la rentrée. Faire des affiches, donc là c'est là où je vais avoir le plus de boulot, mais franchement quand on me demande pourquoi je fais tout ce que je fais, ben voilà, parce que j'aime faire ça, ça me fait plaisir et j'aime bien quand ça me fait plaisir, comme dit l'autre, j'aime bien être content parce que ça me fait du bien, voilà, donc voilà, j'aime bien répondre à vos questions et quand après on me dit, bah ouais, grâce à toi j'ai perdu 20, 30 kilos, je me sens mieux, j'ai arrêté la coke, j'ai changé ma vie, voilà. Ben, au moins, je peux dire que j'ai réussi à faire quelque chose d'utile. Le secret du bonheur, c'est d'être utile. Donc, grâce à vous, ben, je suis heureux parce que je me sens utile. Voilà. Hein, on est tous pareils. Allez, à bientôt. Bisous à tous et à toutes.